À Dakar, juriste de formation, il est titulaire d'une maîtrise en droit public de l'Université de Saint-Louis et d'un diplôme de 3e cycle en droit fondamentaux de l'Université Paris 10. Cet homme frêle et intelligent a connu plusieurs vies en une. Assistant en droit public à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, il a été recruté comme chargé de programme démocratie et droits de l'homme à PNUD Guinée. Avec la publication de son best-seller Afrique, le spectre de l'échec, il a été recruté par la rédaction de Jeune Afrique qu'il a rejointe en juillet 2001. Après 10 années passées dans ce magazine panafricain dont il fut l'une des plumes vedettes, Cheikh Yérim Seck a décidé en 2011 de rentrer au Sénégal où il a fondé 4 entreprises qui emploient aujourd'hui des centaines de personnes. 6 communications, l'une de ces entreprises produit la très renommée série Un café avec. Il est l'auteur de 5 livres dont le dernier, Ces goulots qui étranglent le Sénégal, paru en 2012, connaît un gros succès de librairie. C'est ce journaliste, écrivain, analyste politique et producteur que reçoit aujourd'hui Pape Cheikh Sylla dans son émission Toute la vérité. Cheikh Yérim Seck, journaliste, analyste politique, écrivain sur le plateau de Toute la vérité de Sen TV, une émission classique en politique, non, au Sénégal. Cheikh Yérim Seck sur un plateau de télévision sénégalaise. Une émission que j'apprécie beaucoup, au point d'avoir accepté ton invitation pour y participer. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau à chaque fois. Votre dernier ouvrage, c'est celui-ci, Ces goulots qui étranglent le Sénégal. Vous en avez parlé et fait état des mots qui retiennent ce Sénégal, qui empêchent à ce Sénégal de décoller, économiquement parlant. Pape Cheikh, il y a un paradoxe. Nous sommes un pays à la démocratie éprouvée, un pays relativement instable en dehors de la nuisance de la Casamance. La rébellion Casamance s'est amenée à une sorte de bande de criminels. N'a jamais occupé un village, donc c'est une nuisance qui n'altère en rien la stabilité presque insolente du Sénégal. On a la chance d'être l'un des pays les mieux aidés, les plus aidés d'Afrique. On a la chance d'avoir un peuple intelligent, en tout cas beaucoup plus instruit que la moyenne des pays africains. Malgré tout ce potentiel-là, mon pays peine à décoller. Parce que nous sommes englués dans des pratiques socio-culturelles négatives qui nous confinent dans le sous-développement. La problématique de ce livre, c'est justement de chercher quels sont ces goulots qui étranglent le Sénégal, pourquoi ces goulots continuent à étrangler le Sénégal, et comment faire pour desserrer les taux de ces goulots sur le Sénégal. Ce qui est paradoxal pour vous, c'est le fait que le Sénégal en est toujours dans cette situation, voilà. Le pays sous-développé, pendant que le Sénégal décolle. Pendant que des pays comme le Cap-Vert, comme le Ghana, des pays qui n'ont pas forcément plus d'atouts que nous, comme le Botswana, sont en train d'aller à grands pas vers le développement. Ça, moi, en tant que Sénégalais, je ne le supporte pas, vraiment. Je pense qu'on a suffisamment les atouts pour faire les ruptures indispensables au décollage de ce pays. Je pense qu'il faut d'abord qu'on revoie notre approche du développement. Je suis parmi ceux qui pensent avec Walter Woodrow-Rostov que la croissance économique commence d'abord par consommer ce qu'on mange et manger ce qu'on consomme. Il faut d'abord commencer par avoir une agriculture autosuffisante. Au-delà de ça, il faut qu'on cesse d'avoir une économie extravertie. Ça veut dire qu'il faut qu'on cesse d'exporter du phosphate pour importer, n'est-ce pas, des allumettes. Pour moi, ça c'est trivial, n'est-ce pas? Il faut d'abord que les ressources de ce pays soient exploitées hic et nunc, ici et maintenant. C'est-à-dire qu'il faut que cette plus-value dégagée par l'industrialisation du pays serve à payer des salaires dans ce pays et à créer de la richesse dans ce pays. Oui, c'est un problème africain et non sénégalais. Le café que nous buvons, le cacao quitte l'Afrique pour aller en Europe et ce café, nous l'achetons cher après. Donc c'est un problème africain et non sénégalais. Il ne faut pas généraliser, il ne faut pas tomber dans la généralisation excessive. Il y a des pays qui sont en train de rompre cette spirale. Comme l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de pays, les Seychelles, etc. Il y a des pays africains qui ont compris ce défi fondamental qui consiste à industrialiser nos pays. Donc arrêter cette culture de la cueillette qui consiste à cueillir le pétrole pour l'exploiter, le mettre dans le ventre de cargo pour en fait après importer de l'essence. C'est une aberration totale.
Oui, il fallait ouvrir cette émission en parlant un petit peu de ce livre, un ouvrage que vous avez écrit à partir d'une cellule. Oui, ce sont des moments difficiles dans une vie, être emprisonné, et pourtant vous pensiez à ce Sénégal. C'était quoi? L'inspiration venait d'où? L'inspiration est venue du fait que, comme disait Mandela, s'il y a un seul avantage à la prison, c'est qu'elle permet de réfléchir. La prison est un moment de recueillement, de réflexion, un moment de pensée, un moment de recul. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que j'avais beaucoup de temps. Voilà. Oui, un livre quand même qui a fait parler beaucoup de monde. Oui, mais après, à la publication de ce livre, on s'attendait à ce que le communicant, Cheikh Yérim Seck, puisse faire un petit peu pour fil bas, pour laisser l'orage passer. Mais il s'en est suivi beaucoup d'émissions, beaucoup de plateaux télé, notamment sur cette TV, je me rappelle, avec Mathilde Trois Pommes. Et ça, beaucoup n'avaient pas compris. Le communicant que vous êtes, c'était pas une erreur de votre part de venir tout de suite essayer? Vous savez, Pape Cheikh, moi, je suis quelqu'un qui est incapable de taire ce qu'il pense. Tu vois, ça c'est un trait de caractère chez moi. Moi, je suis incapable d'avoir peur. Moi, je suis incapable de me gêner pour certaines considérations, parce que moi, je considère que je fais partie de la masse critique du Sénégal. Je considère que le Sénégal a du sens à mes yeux, et je considère que ma voix, si modeste soit-elle, doit être mêlée à ce concert de pensée, de réflexion pour faire avancer le pays. Ça, c'est mon point de vue. Mais contrairement à ce que vous dites, je pense quand même avoir beaucoup moins parlé depuis plusieurs mois. Simplement parce que je n'avais pas le temps. C'était une pure coïncidence. Ce n'était pas un choix. Parce qu'il fallait que je mette en place une série très lourde à faire, avec des accords, notamment avec des chaînes étrangères qui nous astreignent à des normes très contraignantes. Et donc j'avais beaucoup de travail. Voilà. Oui, nous allons parler de cette série. Donc vous êtes producteur maintenant. Vous êtes plus producteur que journaliste présentement. Oui, c'est une évolution naturelle. Vous savez, il y a des moments de la vie d'un homme où il est témoin. À un moment donné, il faut cesser d'être témoin pour être acteur. Aujourd'hui, je suis concrètement acteur, pas que dans la production, mais dans beaucoup d'autres domaines, comme la citoyenneté, à travers ces 221. Parce que, vous voyez, vous savez, nous brûlons de la passion du Sénégal. Oui, le ça, drapeau c'est citoyenneté du Sénégal, voilà. Oui, parce que nous, ce drapeau qui brûle veut dire que nous brûlons, nous, de la passion du Sénégal. Oui, donc, vous savez, il y a un moment de la vie d'un homme où il observe. Et il y a des moments où je considère qu'on arrive à maturité où il faut qu'on agisse. Parce que je crois qu'à un moment donné, il faut sortir près de la critique facile. Donc être acteur carrément, mais dans le domaine politique, votre tentative a avorté. Quelle tentative? Lors des locales, vous avez essayé d'exister politiquement avec ces 20 ans, mais quand même... Lors des locales, on a réussi des résultats inédits pour un mouvement qui était né 2 mois plus tôt. On a eu 49 conseillers à travers le pays. On a gagné 3 mairies en coalition pour un mouvement qui n'a existé que 2 mois avant l'échéance. Je considère qu'on a fait des résultats historiques. Historiques? Ouais. Pourtant, globalement... Aujourd'hui, par exemple, dans les mairies de grandes villes comme Pikine, comme Guédiawaye, comme Tivaouane, comme vraiment de très grandes villes au Sénégal, on a 2 ou 3 conseillers. Aujourd'hui, on a 49 membres de Citoyenneté Sénégal, conseillers, membres de conseillers municipaux et de conseillers départementaux. Je crois que pour un mouvement qui a commencé 2 mois avant l'échéance, c'est pas mal. Oui, avec toute la communication autour de ce mouvement avec Cheikh Yérim Seck et ses amis, on s'attendait quand même à des résultats moins maigres que ça. Ah non, mais pourquoi vous dites que c'est des résultats maigres? On a gagné en coalition à Pikine, on a gagné en coalition à Tivaouane, on a gagné en coalition à Kogom. Mais quand vous perdez même à Louga. Non, à Louga, attendez. À Louga, on a, au titre de Citoyenneté Sénégal, 3 conseillers. N'est-ce pas? Je pense que ça, pour un mouvement qui a commencé encore une fois 2 mois avant l'échéance, c'est très bien. Mais je vais lever une équivoque, hein, parce que beaucoup de gens pensent que j'étais à titre personnel candidat à Louga. C'est totalement faux. Citoyenneté Sénégal était membre d'une coalition drivée par Besduniak. Une coalition qui regroupait beaucoup de forces vives de la ville et qui a fait un très bon score. Voilà. Et sur le plan politique,
La suite, c'est quoi? Non, d'abord, nous, on est sur le terrain de la citoyenneté. Vous savez pourquoi nous avons participé aux élections locales? Parce que je considère que l'enjeu local concerne le citoyen. Ce n'est pas une élection politique, c'est une élection citoyenne. Alors, la raison pour laquelle nous avons pris part aux élections locales. En ce moment, on est en train de massifier le mouvement, de l'installer, de pénétrer le pays, de faire des cellules dans tout le pays. Et au milieu de l'année 2015, nous ferons un congrès national où toutes les cellules du pays seront représentées. À partir de là, on va dégager une stratégie de travail. Parce qu'il y a un moment, je pense, pour travailler et un moment pour parler. En ce moment, on est en train concrètement de travailler sur le terrain. Oui, à travers ce livre, parce qu'avec Cheikh Yérim Seck, les interviews avec Cheikh Yérim Seck et nous-mêmes, c'est qu'on a fini par nous familiariser. Ouais. On connaît un tout petit peu la personne et ça peut rendre facile une interview, mais quand même, ça peut la compliquer par moment. Cheikh Yérim Seck, je vous connais quand même attaché par rapport à votre famille. Vous êtes un peu attachant. Et là, dans votre livre, vous les citez, hein, à mes enfants, Dey Fatou, Sidi Souleymane, Cheikh Junior et Deynaba Jeannette Seck, à Fanta et Fa, sans l'aide de Dieu et votre soutien de tous les instants, je n'aurais sans doute pas survécu à l'injustice brutale qui m'a été imposée pendant de longs mois. Des amis comme Baba Diaw, Itok? Pas que lui, tout le monde. Tout le monde. Abdoul Mbaye, oui, on connaît vos relations avec la famille Mbaye. Vous avez écrit un livre pour tout le Sénégal. Tout le Sénégal m'a soutenu. Tout le Sénégal m'a soutenu. Je pense notamment à mon ami Cheikh Amar, au président de la République lui-même, à son épouse, à tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas que. Il y a mes amis de la presse, comme vous-même, comme tout le monde. Pam Gandiaye, comme Alassane Samba Diop, Pape Alignan, Mamoudouane, tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas de... Ouais. Dans cette épreuve, j'ai mesuré que les Sénégalais m'aimaient. Oui, mais une question quand même par rapport à Baba Diaw. Quand on a fait état, d'un don de Baba Diaw pour Cheikh Yérim Seck, Baba Diaw qui aurait donné 100 millions à Cheikh Yérim Seck. C'est totalement fantaisiste. C'est une contre-vérité grossière qu'un journal a purement et simplement inventé. Vous savez, moi, je n'ai jamais sollicité de dons de personne, ni d'une quelconque institution, parce que très tôt, j'ai compris la nécessité de travailler. Vous savez, moi, je travaille. Hein? J'aurais pu rester journaliste dans le confort doué de Jeune Afrique, non. Moi, je suis rentré dans ce pays avec tout le risque que ça comporte. J'ai mis mon argent personnel pour créer 4 entreprises qui aujourd'hui fonctionnent dans ce pays. Parfois au prix de gros risques financiers. Moi, je ne demande rien à personne. Tous ceux qui me connaissent le savent. N'est-ce pas? Parce que moi, je pense que, vous savez, je suis contre une certaine façon de penser au Sénégal qui dit que je suis totalement en déphasage avec cette pensée. Moi, je pense que pour se réaliser, il faut travailler. Je passe toute ma vie à travailler. Mes journées sont faites de travail. Maintenant, j'interpelle l'analyste politique que vous êtes. L'actualité politique au Sénégal, ce sont ces rapports heurtés entre la famille Wade et la famille Faisal. Oui, au cœur de ce problème, il y a Aliou Sall. Aliou Sall, interpellé par Abdoulaye Wade, Aliou Sall qui porte plainte. C'est regrettable? Non, enfin, je pense qu'il faut faire la part des choses. Aliou Sall, en tant que citoyen sénégalais, agressé dans sa dignité, a le droit de porter plainte. Ça, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mon problème par ailleurs est autre. Mon problème, c'est pourquoi est-ce que brutalement, parce que Macky Sall est président, Aliou Sall se retrouve au cœur de la rampe. Cette façon nègre de gérer le pouvoir, qui consiste à associer la famille, ce mélange de genre malsain, qui a créé des problèmes partout en Afrique, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi on le reproduit dans une démocratie comme le Sénégal. Je constate que ce qu'on reprochait naguère à Wade sur le thème de la monarchie, je veux dire, aujourd'hui, on est en train de voir les mêmes manifestations sur la place républicaine du Sénégal. Et c'est nègre. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est une façon purement nègre de gérer le pouvoir. C'est-à-dire cette conception patrimoniale du pouvoir. Parce que je veux bien, moi, j'ai rien à titre personnel contre Aliou Sall.
Mais je pense que la famille Sall et tout ce qu'on dit autour, etc., est un peu encombrante sur l'espace Oui, républicain. entre parenthèses, Alors que la famille de Diouf, n'est pas connue. Personne n'a jamais entendu parler de la famille de Diouf. Donc c'est pas Personne ne connaît les enfants de Diouf, je veux dire, mais depuis que Wade est venu, cette façon libérale de gérer le pouvoir, je veux bien quoi. Mais je pense que Alioune Sall et toute la famille de Macky Sall gagneraient à être discrets. La famille Sall, voilà. Moi, cette façon africaine de prendre le pouvoir comme étant un patrimoine familial, voire clanique, mohammedane. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être Macky Sall aurait pu, dans le cas de Aliou Sall, qu'il s'est battu pour être élu à Oui, mais toujours est-il que ça fait désordre, n'est-ce pas? Parce que tout ça aussi, ça donne des arguments aux adversaires de Macky Sall. Voici la preuve. C'est très sensible quand on va dire le petit frère de Macky Sall. Vous voyez ce que je veux dire? Et Macky Sall pouvait s'épargner ça, n'est-ce pas? Et c'est trop sensible quand on dit tel membre de la famille de Macky Sall. Et ça pose problème. Moi, je pense qu'on doit revenir à un certain nombre de fondamentaux de l'éthique républicaine. C'est Macky Sall qui est élu. Macky Sall doit gérer le pouvoir. Macky Sall doit essayer au maximum de desserrer l'emprise de sa famille sur le pouvoir. Je pense que ça n'en sera que plus sain comme gestion. C'est mon point de vue. Là, on dit que Marème Faye Sall a une enveloppe de 80 millions pour accueillir ses amis, ses hôtes de la francophonie. Donc, on parle beaucoup de cette famille, des dépenses, de leur positionnement dans l'appareil étatique. C'est malin de la part de Macky Sall, après avoir vu ce qui est arrivé à Abdoulaye Wade à cause même de Sindiély et de Karim. En tout cas, tout ce qui est en Afrique, et je sais que j'en ai connu, ont eu l'imprudence ou la maladresse d'associer leur famille de quelque manière que ce soit à la gestion du pouvoir, l'ont finalement regretté. Vous savez, ce qui arrive à Karim Wade n'est pas une première en Afrique. Les enfants de Sani Abacha ont été traqués de la même manière. Tu vois, tout ça, c'est dû, même dans les pays les plus développés. Quand Mitterrand a eu la maladresse d'associer son fils à ce qu'on appelle, entre guillemets, les affaires africaines, son fils s'est retrouvé après dans des années judiciaires énormes en France. Nicolas Sarkozy. Voilà, il y a un rapport incestueux au pouvoir que le pouvoir lui-même ne peut pas accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est presque une règle générale. Faudrait-il mettre ça dans nos constitutions, ici en Afrique? Interdire à la famille présidentielle d'occuper certaines fonctions? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a une façon douce. Ce serait restreindre des libertés. Non, justement. Il y a une façon douce. Il y a une façon fine. C'est le bon sens. J'allais dire même raffinée de gérer le pouvoir qui fasse que le dirigeant lui-même a la pleine conscience de ses responsabilités et évite certains types de népotisme qui ne peuvent qu'être choquants. Oui, mais là, c'est de la politique. Pour Aliou Sall, Abdoulaye Wade est très malin. Il sait que son fils est dans le pétrin. Donc, il utilise Aliou Sall en tant que frère du président en exercice Macky Sall pour lui rendre l'appareil simplement. C'est de bonne guerre. Voilà pourquoi le fait de mélanger les gens crée des problèmes. C'est de bonne guerre. Quel que soit ce que Aliou Sall et puis faire ou ne pas faire, ça n'est pas le problème. Wade, j'allais dire, un vieux politique vicieux, il l'a dit d'ailleurs, il dit, écoutez, Macky Sall a essayé de détruire ma famille, j'ai tout fait pour détruire la sienne. C'est aussi simple que ça. Et il en est capable? Et il y a une certaine façon de gérer le pays qui ne fait au fait que prêter le flanc, qui ne fait au fait que donner des prétextes à l'adversaire. Donc moi je pense que Macky Sall, qui a quand même initié dans ce pays un leadership innovant, ça il faut le dire, son leadership est quand même moderne. Moi j'ai connu beaucoup de pays africains où le pouvoir rime avec faste, fête, fanfare, etc. Son leadership est quand même calme et posé. Aurait dû se passer, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'acquaintances familiales incestueuses qui ne lui valent au finish que des critiques, quoi. C'est de la sobriété que de donner à Marème Faye Sall 80 millions pour... Non, attendez. Sur la question de Marème Faye Sall, je crois qu'il faut être clair. Vous savez, dans tous les pays, les premières dames ont un certain rôle à jouer. Ça, quand même, il faut le dire. Il est arrivé aux États-Unis même que Mme Clinton ait un budget plus important que toutes les rubriques de la présidence américaine. Les États-Unis ne sont pas pour autant une république bananière. Le fait que Marème Faye Sall joue un rôle humanitaire, un rôle social dans le cadre de l'État, moi, ne me choque pas.
Mais je pense que la question de Marième Faye Sall aujourd'hui est sensible parce qu'on est dans le domaine de la perception. Aujourd'hui, elle est décrite sous des termes qui la desservent forcément. Cette perception peut être différente de la réalité, mais on s'en fout de la réalité. Nous sommes dans une culture de la communication. Je pense que la femme du président de la République a un grand travail à faire sur son image. Sur son image. Non, ça c'est très évident. Donc le dialogue est rompu entre cette opposition et ce régime en place. Le dialogue semble être rompu depuis 2007, nous disait sur ce même plateau Aboubakry Mbouch de la RADDHO. Vous êtes de son avis? Il ne faut pas dans un pays un dialogue à tout prix. Pour moi, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition, ce n'est pas des accointances au détriment des intérêts de l'État. Le dialogue, pour moi, se passe dans les instances républicaines. Il y a un dialogue à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Il y a un dialogue sur l'espace politique, médiatique sénégalais. Il y a un dialogue parce que tout le monde développe sa version des faits. Il y a un dialogue. Mais ce qu'on appelle dialogue, si ce dialogue-là signifie une sorte de complot ou d'entente à l'insu de la volonté ou des intérêts des Sénégalais, ce dialogue n'a aucune raison d'exister. Nous ne sommes pas dans une situation institutionnelle de blocage où il doit y avoir un dialogue ou des compromis politiciens au détriment de l'intérêt général. Ça c'est évident. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle dialogue politique au Sénégal. N'est-ce pas? Il y a un dialogue à l'Assemblée nationale. On dialogue sur l'espace public. On dialogue lorsque la mouvance présidentielle fait une manifestation. Le lendemain, l'opposition fait son meeting à la place de l'obélisque. Mais il y a un dialogue. C'est ça le dialogue en démocratie. Le dialogue, ce n'est pas s'enfermer dans des salons pour concocter des scénarios préjudiciables à l'intérêt général. Ce n'est pas ça le dialogue. L'actualité, c'est également le sommet de la francophonie, ce 15e sommet, politisé comme tout au Sénégal. Très politisé. Moi, j'ai un problème avec la francophonie. J'ai un problème sérieux avec la francophonie. Pour moi, la francophonie, c'est la reproduction d'un lien colonial, n'est-ce pas? C'est une façon d'affermir tous les jours davantage l'emprise de la France sur son ancien précaré. Pour moi, c'est ça la francophonie. La francophonie, ce n'est pas le Commonwealth, par exemple, qui est un cadre de coopération très concret, avec des projets parfois menés aux besoins de commun entre la Grande-Bretagne et ses anciennes colonies, avec des transferts de technologie, de savoir-faire, etc. Pour moi, c'est ça le modèle de coopération. Mais la francophonie, pour moi, c'est une sorte de machin, de grosse machine qui organise des sommets qui engloutissent énormément d'argent, pendant qu'en termes d'apport concret, la francophonie n'apporte strictement rien du tout. Aujourd'hui, dans le monde actuel, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous êtes analphabète. L'anglais est la langue de la recherche. L'anglais est la langue de la science. L'anglais est la langue des affaires. L'anglais est la langue du commerce international. Je préconise dans ce livre d'ailleurs que parmi les réformes fondamentales qu'on fait dans ce pays, qu'on s'achemine vers un enseignement plus important de l'anglais, vers une ouverture plus importante sur le monde universitaire anglo-saxon. Parce que c'est de ce côté-là que se situe le développement. Oui, mais quand même, le français reste une langue internationale. Oui, mais d'abord une langue en recul permanent. Une langue de moins en moins efficace sur le plan international. Vous savez, moi, il y a un pays que j'observe beaucoup, qui s'appelle le Rwanda. Il y a un dirigeant qui s'appelle Paul Kagame, qui a eu le courage, à un moment donné, de basculer vers l'anglais. C'est peut-être une pure coïncidence, mais aujourd'hui, le Rwanda est un pays presque émergent. Il y a des exemples qu'il faut... Oui, le Rwanda qui était en conflit ouvert avec la France quand même. Mais ce n'est pas le plus important. Autour de l'histoire de le génocide. Non, le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que par pragmatisme, Kagame a compris qu'aujourd'hui, pour donner plus d'armes dans cette compétition internationale aux enfants du Rwanda, il fallait leur apprendre l'anglais. Il a eu le courage d'opérer cette rupture historique, et cette rupture historique en train de porter ses fruits. Ok, mais la francophonie n'est plus qu'une question de langue quand même, de défense de langue. La francophonie est devenue une organisation internationale qui parle de géopolitique mondiale, qui parle de défense des droits humains, qui parle de résolution de conflits en Afrique. Avec une efficacité très relative et une voix très peu audible. C'est ça aussi la réalité. Je suis désolé. Et là, ils promettent à partir de Dakar de faire de la question de la santé une des priorités de l'OIF. L'OIF a dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Depuis que l'OIF existe, l'OIF a dit beaucoup de choses. Mais je constate que les fruits ne sont pas
n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Donc vous faites partie de ceux qui regrettent cette centaine de milliards de francs CFA du Sénégal investis dans l'organisation de ce sommet. Je pense qu'une centaine de milliards aurait servi à faire des hôpitaux, à régler le problème de la crise universitaire à Dakar, n'est-ce pas, à régler les graves problèmes d'aménagement urbain dans ce pays, les graves problèmes d'urbanisme, etc. Et puis, il y a quelque chose qui me choque profondément. En venant aujourd'hui à votre émission, j'ai vu qu'il y avait des travaux partout dans le pays. On répare, on implante des arbres, on embellit. C'est comme si en temps ordinaire ne vivent que des moutons dans ce pays-là. Mais c'est extraordinaire. Sous prétexte qu'il y a des chefs d'État qui viennent, eh bien, on remet tout à neuf. Et en temps ordinaire, nous les Sénégalais, nous sommes des moutons, donc qui n'avons aucun sens de confort, donc qui nous plaisons dans l'obscurité, dans la saleté, n'est-ce pas, dans l'insalubrité, ça ne choque personne. Et parce qu'il y a des gens qui viennent, brutalement, on se rend compte que notre cadre de vie doit être amélioré. Vous n'êtes pas choqué par ça, vous? Moi, je suis profondément choqué. Moi, j'ai vécu pendant 10 ans à Paris. À Paris, tous les jours que Dieu fait, on répare. On n'attend pas que les gens viennent. Quand une route arrive à expiration, même si la route n'est pas dégradée, on la casse, on la répare. C'est pas pour rien tous les jours que Dieu fait. Champs-Élysées comme la meilleure avenue au monde. Est-ce que nous sommes des moutons pour qu'en temps normal, on ne fasse rien pour améliorer le cadre de vie? Il faut attendre qu'il y ait des chefs d'État qui viennent ici pour palabrer pendant 2 jours pour pouvoir refaire notre cadre de vie. Ah, moi, je suis profondément choqué. Parce que ça me donne la preuve que les autorités que mon gouvernement avaient la possibilité d'améliorer mon cadre de vie et ça ne les préoccupait pas. Oui, mais peut-être à retenir que c'est une occasion de rendre hommage à Abdou Diouf. Oui, enfin, fatalement, ce sommet coïncide avec la sortie de scène d'Abdou Diouf. Oui, pourquoi pas. Il le mérite. Oui, il a dirigé la francophonie, il a dirigé le Sénégal, pourquoi pas. On va parler de ce Sénégal sous Diouf, sous Senghor, de ce Sénégal sous Wade, sous Macky Sall, dans la deuxième partie de cette émission. Aussi de ces enjeux politiques de ce Sénégal vers l'horizon 2017. Tout ça dans la deuxième partie de cette émission. À présent, la publicité sur Sen TV. Avec la carte bancaire prépayée Johnny Johnny, bénéficiez de tous les avantages d'une carte bancaire sans avoir un compte bancaire. La carte Visa Johnny Johnny vous permet de faire vos achats, retirer et d'envoyer de l'argent en toute sécurité au Sénégal et partout dans le monde. Pour profiter pleinement de votre carte bancaire prépayée Johnny Johnny, téléchargez l'application vite fait disponible sur Google Play. La carte bancaire prépayée Johnny Johnny est disponible dans plus de 5000 points Johnny Johnny partout au Sénégal et valable dans tous les GAP et TPE. Johnny Johnny, du bonheur à partager. déglu leen jàmm la jongante bu rëy am na ci Sénégal ak li ko wër Rendi Peñ 2014 Rendi Peñ dikk na Rendi Peñ Tresse d'union petite tête yu baax laa bëgg ngeen defaral Rendi Peñ 2014 bi yow mii lay doon yéen ngeen complu bi ngeen jagleen yéen borom salon yi Air Universal Los Angeles Dakar xarañ lool ci traitement de cheveux ak seen gamme rapide 100 ñoo leen indil Reine du Peigne 2014 waaw kan mooy nara doon Reine du Peigne ak naka la jongante bu rëy ci wàllu coiffure Dakar ak li ko wër coiffeuse yëpp woon nañu leen boo ci bëggee bokk da ngay bind gaaw Peigne PEIGNE yónnee ko ci 28 9 10 ku ko gagné am 1 million deuxième ba am 500 000 ña ca topp yëpp am ay cadeau def leen ko nu mu gën a gaawee ndax dañuy tànn ñiy bokk ci Reine du Peigne 2014. waaye lu ngeen di xaar du ngeen inscrire gaaw Rendi Peñ dikk na Rendi Peñ 2014. Merci de suivre l'émission Toute la vérité sur Sen TV qui a l'honneur de recevoir cet après-midi Cheikh Yérim Seck, analyste politique, journaliste, écrivain. Cheikh Yérim Seck, d'abord ces mémoires de Diouf. C'est une bonne chose pour nos dirigeants d'écrire, non?
D'abord, l'exercice des mémoires était presque indispensable pour Diouf. Après ce demi-siècle de vie politique qu'il a connu, il fallait qu'il écrive, c'est normal. Demi-siècle. Avec Diouf, on pense surtout à 81-2000. Oui, mais Diouf est quand même au cœur de la vie politique depuis qu'il avait 25 ans. N'est-ce pas, il était gouverneur, ministre d'État, ministre, Premier ministre, président de la République. Je n'ai aucun problème avec le principe des mémoires. Par contre, l'approche, la façon d'écrire ces mémoires me sont un peu incompréhensibles. Si j'avais à drafter ce livre pour lui, si j'avais à l'écrire pour lui, j'aurais été beaucoup plus transcendant. Parce que Diouf, ce n'est pas n'importe quel type de personnage politique en Afrique. Diouf, c'est quelqu'un qui a traversé le choc pétrolier, qui a traversé la sécheresse au Sahel, qui a traversé la dévaluation du franc CFA, qui a traversé l'ouverture démocratique en Afrique, qui, dans le cadre de la francophonie, a connu ce nouveau phénomène qu'on appelle le terrorisme, donc qui a été au cœur de grandes crises internationales. Au Sénégal même, pendant son règne, il y a eu la crise casamançaise, il y a eu la révolte des policiers, il y a eu ce problème avec la Mauritanie. Bref, il y avait de grandes questions qui étaient des questions internationales ou des questions internes lourdes ou des questions géopolitiques fortes. Vous avez lu bien sûr, sur lesquelles il devait parler au lieu de concentrer son énergie à parler de discussions crypto-personnelles avec des gens qui n'intéressent absolument personne. Moi, je pense que Diouf aurait dû faire un livre sur les grandes questions qu'il a traversées, un livre qui serait une sorte de traité de sciences politiques qu'on apprendrait dans toutes les écoles du monde pour savoir ce qui se passe, ce qui s'est vraiment passé en interne, comment les chefs d'État ont géré par exemple la dévaluation du franc CFA. Voilà les questions qui intéressent. Mais la discussion de Diouf avec Djiboka, avec Moustapha Niasse, je suis désolé, mais ça ne sert absolument en rien en dehors de l'aspect anecdotique. Oui, mais ce sont des anecdotes qui peuvent assaisonner. Mais malheureusement, ces anecdotes ont tellement pollué le débat qu'on ne se rend pas compte des questions importantes que Diouf a abordées dans le livre. Parce que simplement, il y a à qui la faute? Au lecteur qui s'intéresse particulièrement la faute d'abord à Diouf qui n'a pas été trop transcendant. Parce que c'est vrai que... Il y en a qui le trouvent rancunier. Attendez. Parce que moi, je pense que... d'abord, sur certaines choses qu'il dit, il n'a pas tout dit. Je connais un certain nombre d'acteurs qui étaient présents, qui disent clairement qu'il a des oublis volontaires sur certains épisodes qu'il relate. N'est-ce pas? Non, il n'a pas tout dit. Pour être sur les hauteurs. Non, être sur les hauteurs ne veut pas dire occulter ce qui ne l'arrange pas lui. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si Diouf avait tout dit, par exemple sur Djiboka, s'il avait tout dit sur Ibader Thiam, s'il avait tout dit sur Kabambaye, s'il avait tout dit sur tous les acteurs qu'il a cités, il n'y a pas de problème. Dis-nous-en davantage. Mais je veux dire, relater l'affaire, l'histoire d'une certaine manière remodelée qui accrédite la thèse que Diouf est innocent en tout et que tout le monde est coupable, c'est ça qui n'est pas scientifique. Dites-nous davantage. Attendez, c'est important. Donc, là, pour moi, Diouf, c'est quelqu'un qui, après une vie politique si dense, devait nous en apprendre des choses. Oui, mais quand même, c'est facile de dire qu'il n'a pas tout dit. Dites-nous davantage, par exemple, ce qu'il a dit. Attendez, il y a quand même des trucs de coulisses dont je ne vais pas parler ici. C'est évident, vous devez vous en douter. Vous êtes journaliste. Peut-être qu'en privé, on peut discuter de certaines choses. Mais c'est facile quand même de dire qu'il Non, mais tout le monde le dit. Je ne suis pas le seul à le dire. Il va dire qu'il n'a pas tout dit et il a raison. Mais tout le monde sait, tous ceux qui sont informés savent qu'il n'a pas tout dit. Mais ça, ce n'est pas le problème. Vous savez, c'est justement ça, ce débat-là, qui devait ne pas exister. Diouf aurait pu faire les meilleures mémoires sur des questions fondamentales qui intéressent l'avenir du monde, n'est-ce pas? Qui auraient intéressé à la fois les chercheurs, n'est-ce pas, les scientifiques, les hommes politiques, sans susciter le moindre débat. Évidemment, la faute à qui? La faute d'abord à Diouf d'avoir soulevé des questions personnelles qui sont susceptibles de créer de la polémique. La faute aussi à la presse un peu, il faut dire la vérité aussi, qui a laissé des questions très importantes abordées dans le livre pour mettre en exergue les questions les plus croustillantes. La presse aussi à cette société sénégalaise qui est devenue un peu trop polémiste. C'est ça le problème aussi, c'est qu'au Sénégal, il y a trop de polémiques. Parce que je me dis à la limite, même qu'on pouvait passer à Diouf certaines maladresses, n'est-ce pas, et passer aux questions fondamentales du livre. Donc il y a un ensemble de facteurs qui justifient cette polémique.
Oui, mais Diouf, globalement, on aurait aujourd'hui sur ces terres, au Sénégal, à la face du monde, donc le Sénégal lui rend l'appareil, mais sans la présence de Abdoulaye Wade qui se sent frustré par ce Sénégal. Bon, d'abord, je pense que, quelles que soient les circonstances, Abdoulaye Wade, si humain soit-il, devait faire l'effort sur lui-même d'assister à cette cérémonie. C'est mon point de vue. C'est la République. Je dis, et ça, c'est pas Macky Sall qui est en jeu, c'est le Sénégal, dans sa respectabilité, son image de démocratie majeure dans le monde qui est en jeu à travers ce sommet. Donc, moi, à la place de Wade, j'aurais fait violence sur moi-même pour assister à la cérémonie d'ouverture. Je pense même que ça aurait communiqué un message plus fort en termes de communication que le fait de bouder. Je crois, hein, en tant que spécialiste de la communication. Oui, et Macky Sall, qui hérite de ce Sénégal, Macky Sall, vous nous disiez qu'il est innovant dans son approche, il est sobre également, mais Macky Sall qui peine à rassurer. Non, moi je pense qu'il commence quand même à prendre ses marques. Je pense qu'il a perdu 2 ans et demi, où il a un peu tergiversé, où il a perdu beaucoup de temps aussi dans des querelles stériles sur le thème de la traque des biens mal acquis. Mais je pense qu'il est en train, plus ou moins, de prendre ses marques. De plus en plus... Et en cela, même, je me demande si le septennat n'était pas plus pertinent pour lui. C'était la question. Parce qu'en 5 ans, il ne fera pas grand-chose, c'est mon avis. Ouais. Oui, de plus en plus, beaucoup d'observateurs trouvent qu'un quinquennat est trop peu pour Macky Sall et ses projets actuels. Quelle est la démarche à adopter? Non, c'est irréversible. De toute façon, il s'est tellement engagé sur le thème du quinquennat que c'est fini. Mais je veux dire, au vu des faits, à l'expérience, il était mieux pour lui d'aller vers un septennat. Oui, vous savez, vous savez, jusqu'en 2004, Wade n'avait presque rien réalisé comme programme. C'est après que des choses se sont enchaînées et qu'il a pu offrir quelque chose aux Sénégalais qui ont pu justifier sa réélection en 2007. Et je pense que Macky Sall, au rythme où il est allé depuis 2 ans, a perdu du temps. Mais bon, bref, aujourd'hui, je veux dire, le thème du septennat n'est plus à l'ordre du jour. Il s'est engagé, réengagé, y compris sur le plan de l'Élysée, sur le plan international, etc., que je pense que le quinquennat est aujourd'hui irréversible. Oui, mais quand même, Macky peut compter sur sa coalition, celle-là qui l'a porté au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, pour continuer son chemin. La coalition Benno Bokk Yakaar n'en est pas une. C'est une sorte de vaste marché de dupes, où chacun a le plus des résultats. Quel résultat? Quelle est la coalition qui a porté Macky Sall au pouvoir? Non, mais vous parlez de résultats en termes électoraux. Pour moi, ce n'est pas des résultats. Les élections ne sont pas une fin en soi. Les élections sont un moyen pour réaliser les aspirations des Sénégalais. Je constate que Benno Bokk Yakaar, c'est un vaste marché de dupes. Et puis, c'est une stratégie, c'est une somme de stratégies personnelles, n'est-ce pas, avec des soi-disant alliés qui lorgnent chacun le fauteuil de Macky Sall, qui gâchettent le doigt à la gâchette, après chacun a dégainé. C'est ça la réalité. Non, quand même, le compagnonnage avec Moustapha Niasse semble être crédible. Moustapha Niasse, c'est quelqu'un qui est en fin de parcours politique, qui n'a plus de stratégie personnelle. Même les Gakou et autres se sont rangés. Et qui veut fondre, n'est-ce pas, son parti dans sa stratégie personnelle. Et qui est arrivé, il n'est pas évident que cette tactique puisse marcher. Non, c'est je n'ai pas le sens. Non, attendez, dans son propre parti, il y a des voix qui s'élèvent. Vous le savez mieux. Non, oui, des voix, et puis, certaines sensibilités. Moi, j'aurais été à la place des jeunes de son parti. Écoute, je n'aurais pas laissé faire. C'est évident. Mais le numéro 2, Malick Gakou, semble laisser faire. Malick Gakou, moi, en tant qu'analyste politique, j'ai du mal à lire sa stratégie. Alors, quelqu'un qui, en tout cas sur le terrain, s'agite beaucoup, fait semblant de vouloir quelque chose, n'est-ce pas, crée un mouvement, cherche un certain nombre d'alliés, parle à tout le monde, mais qui concrètement, chaque fois qu'il est question d'assumer des positions, fuit ses responsabilités. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Peut-être qu'il est Sénégalais bon. Par exemple, moi, je ne comprends pas. Il se dit comme beaucoup de Sénégalais est-ce que vous comprenez, il faut bien cacher son jeu. En tant que journaliste politique, est-ce que vous comprenez que Malick Gakou n'ait pas été candidat aux élections locales à Guédiawaye? Est-ce que vous pouvez le comprendre, ça? Je vous renvoie la question. Vous pouvez comprendre ça? En tout cas, moi, sous tous les prismes d'analyse politique, je ne peux pas comprendre ça. Il y en a qui disent qu'il a une autre idée
derrière la tête. C'est quoi l'idée? Mais l'idée en politique, c'est de commencer à se créer un bastion électoral, d'être élu, de commencer à exercer le pouvoir pour étendre ses réseaux et préparer les échéances futures. C'est ça là. Donc l'enjeu, ce sera peut-être le Parti socialiste au sein de cette coalition Benno. Je pense que la seule donne moi qui m'intéresse aujourd'hui dans le Parti socialiste en termes d'analyse politique, c'est la donne Khalifa Sall. Parce que je pense que c'est la donne la plus importante. Toutes les autres donnes ont montré leurs limites. Parce que moi, je ne vois pas l'avenir du Parti socialiste à travers Ousmane Tanor Dieng, par exemple. Ousmane Tanor Dieng sera candidat en 2017. Je ne le vois pas. Deuxièmement, je pense que... Non, visiblement, Ousmane Tanor Dieng, jusqu'ici, sera le candidat socialiste. Qui vous l'a dit ça? C'est une simple question. Parce que si la parole publique a un sens, moi j'aurais beaucoup de mal à concevoir que Ousmane Tanor Dieng se présente encore devant les Sénégalais. Parce que lui-même a dit dans une interview à Jeune Afrique que j'ai lu qu'après cette élection-là, s'il ne gagne pas, il se retire totalement de toute forme de candidature, etc. Ça vraiment, j'ai dit tout le monde. Et les militants socialistes disent quoi? Jusqu'à leur non, quel que soit ce que dernière rencontre. Le leadership en politique, comme en toute chose, c'est la capacité à prendre des décisions et à les assumer. C'est ça le leadership. C'est pas trop tôt pour c'est pas de suivre Khalifa le Sall sens du vent. Non, moi je pense que Khalifa Sall, pourquoi je pense que c'est l'unique donne, pourquoi je vous disais tout de suite que c'est l'unique donne politique au PS qui m'intéresse, parce que je pense objectivement que c'est aujourd'hui l'unique leader au PS qui, à mon sens, a un avenir politique. Au-delà, même mieux que ça, a un présent politique à bâtir. Mais cela passe d'abord par un courage politique. Le courage d'opérer les ruptures qu'il faut pour prendre l'appareil du PS. Le courage aussi, clairement, de se positionner comme un leader national. Ça veut dire sortir de Dakar, sortir de l'intimité de l'hôtel de ville de Dakar, sillonner le pays, implanter un mouvement politique ou quoi, n'importe, c'est pas le plus important, implanter une machine politique et commencer à travailler concrètement sur le terrain. Oui, parce que si Khalifa Sall opère ces ruptures-là, ce sera une donne en 2017. Ça, c'est mon point de vue. Donc, d'abord, prendre la place de Ousmane Tanor Dieng. C'est pas prendre la place. Il faut cesser vous parlez de rupture. Non, c'est pas prendre la place. Vous avez dit, mot pour mot, vous avez dit avoir le courage d'opérer des ruptures avec Ousmane Tanor Dieng. C'est ça que vous dites, non? Les ruptures nécessaires. Oui. Pas forcément une rupture avec Ousmane Tanor Dieng. Mais il faut régler la question du leadership au PS. Et pour moi, le leadership au PS doit être assumé par la personnalité qui a le plus de chances de représenter, de porter les couleurs du parti. C'est évident. Oui, quelqu'un qui n'est connu apparemment qu'à Dakar. Non, être connu à Dakar, tout ça, c'est relatif. Toute proportion, regardez, Macky Sall, quand il sortait de la partie, je veux dire, s'il n'avait pas eu la chance d'être numéro 2 du PDS, il n'aurait été connu nulle part. Mais il avait une envergure nationale. Non, être connu à travers le pays, c'est un travail. Aussi simple que ça. C'est la capacité à aller vers la base, à rencontrer les Sénégalais, à mailler le pays. Khalifa Sall a les dispositions pour ça. Oui. Donc, au-delà de cette mouvance présidentielle, il y a l'opposition. Il y a d'abord le Front patriotique pour la défense de la République, avec le PDS et d'autres dignitaires de l'opposition comme Mamadou Diop Decroix. Oui, c'est une coalition qui, quand même, vient de poser un acte lourd, un acte fort, avec le meeting du 21 novembre, non? Un acte fort, vous savez, moi, les meetings, je ne me trompe plus autour des meetings. La capacité de mobiliser au Sénégal est proportionnelle à la capacité de déplacer des cars. Je veux dire, aujourd'hui, les meetings ne sont plus un indicateur de quoi que ce soit. Moi, je pense que le PDS doit se départir de l'ombre tutélaire de Wade, de donner la place aux jeunes, n'est-ce pas, de structurer cette machine. Il faut que ce parti cesse d'être un patrimoine pour devenir une force politique vraie, avec une masse critique, n'est-ce pas, qu'il puisse y avoir une démocratie interne à ce parti. Quel jeu? Et que ce parti revienne... Non, mais attends, pourquoi ne pas passer par des primaires, comme ça se fait partout où il y a des ambitions qui s'entrechoquent? Préparer Karim Wade? Mais il n'y a pas que Karim Wade. Pourquoi Karim Wade? Pourquoi pas Karim Wade? Non, mais attends, il y a beaucoup de fortes têtes au PDS qui peuvent compéter dans le cadre d'une primaire transparente. Il en fait partie de ces fortes têtes. Mais bien sûr, élire un leader légitime qui puisse concrètement commencer à structurer, à travailler pour reconstituer les forces de ce parti. Moi, je pense que c'est ça la vraie stratégie qu'il faut faire au PDS. C'est mon point de vue. Et je pense le partager avec beaucoup de cadres du PDS. Et le front a de l'avenir, non? Le front, c'est une alliance conjoncturelle
Vous avez vu d'ailleurs que ce front n'est pas si homogène que ça. Parce que dès le lendemain de l'annonce de Wade, un leader politique qui s'appelle Djiboka a pris ses distances très clairement pour dire que non, les propos de Wade n'engagent que lui. Autant de brèches qui montrent que c'est des alliances qui sont tout à fait artificielles. Oui, mais on a rapporté beaucoup de propos venant des leaders de ce front, mais quand même, on n'a pas entendu les timbres de leur voix. Ce sont des propos rapportés par d'autres personnes. Ce ne sont pas des propos rapportés. Djiboka a clairement dit que les propos de Dans le cas de Djiboka, oui, n'engagent que lui. Donc Djiboka, c'est très clair. Donc vous ne créditez pas beaucoup... Non, moi je pense que le PDS a une force politique certaine. Le PDS a une légitimité historique réelle. Le PDS a des atouts liés au fait qu'il a exercé le pouvoir. Et pour avoir exercé le pouvoir, il a aujourd'hui des leaders plus ou moins assis. Le PDS peut, s'il travaille, s'il se restructure, le PDS, s'il se modernise, est un parti qui a de l'avenir. C'est évident. Ok, mais aujourd'hui, perdre le pouvoir dans un État comme le Sénégal, perdre le pouvoir en 2012, et puis revenir de cette manière, même pas 3 ans après, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Revenir de cette manière. Pouvoir tenir un meeting de la sorte, pouvoir avoir droit de citer dans l'arène politique au Sénégal, ça veut dire que le régime en place ne fait pas le poids. Non, d'abord il y a le fait aussi que l'impopularité du régime de Macky Sall favorise une sorte de regain d'énergie du PDS, ça c'est évident. C'est pas trop tôt. C'est une conséquence mécanique. Deuxièmement, le PDS n'est pas n'importe quelle opposition, c'est une opposition qui sort du pouvoir, avec tout ce que ça implique comme réseau, avec tout ce que ça implique comme moyens financiers. Mais quelle sortie? Non, quelle que soit la sortie. Quelle que soit la sortie. Quand on sort du pouvoir, ce n'est pas la même chose qu'une opposition lambda. Une opposition qui sort du pouvoir, sort avec des réseaux. Le Parti socialiste avait mis beaucoup plus de temps pour revenir. Ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Non. Après 40 ans de règne. Absolument rien à voir. Le Parti socialiste s'est décomposé à la faveur de la perte de pouvoir. Tanor est allé seul. Tous les ténors du parti sont allés, certains dans la barque libérale, d'autres ont préféré des itinéraires en solo. Donc le parti a éclaté. Et puis deuxièmement, le Parti socialiste, en sortant du pouvoir, n'avait pas les moyens, les réseaux, la force de frappe que le PDS a aujourd'hui. Ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a aucune comparaison possible. Le PDS est sorti du pouvoir avec tout ça, avec de l'argent, ce qui est très important dans le contexte de la vie politique en Afrique, avec des réseaux, avec une emprise récente sur le pays. Avec des comptes bloqués. Voilà, et qui fait... Avec des comptes bloqués. Non, soit, vous savez parfaitement que l'argent n'est pas dans les comptes. L'argent n'a jamais été dans les comptes au Sénégal. Donc, non, mais tout le monde le sait, il faut arrêter. Donc, ce qui est important, donc le PDS n'est pas n'importe quelle opposition. Et je dis que si le PDS a le courage de se départir encore une fois de l'ombre tutélaire de Wade, de s'organiser, d'organiser une primaire transparente, de refaire son travail de terrain, le PDS est une force sérieuse qui va compter pour l'avenir. Les autres membres de cette opposition, ce sont des partis comme Rewmi, d'Idrissa Seck, ce sont d'autres partis comme l'UCS de Abdoulaye Baldé. Donc c'est une recomposition de cette opposition sénégalaise qui s'opère présentement. Recomposition? Non. Pourquoi on parle de recomposition? On parle de quoi alors? Non, mais l'opposition est aujourd'hui dans une posture naturelle. Le PDS a perdu le pouvoir, a basculé dans l'opposition. C'est peut-être Idrissa Seck qui était dans une coalition gagnante qui a rejoint l'opposition. Mais Abdoulaye Baldé, pour moi, Pape Diop, pour moi, tout ça, c'est dans l'entité perdante de 2012, qui a éclaté évidemment à la faveur de la perte du pouvoir. C'est Idrissa Seck, et j'ai été le premier à dire dans ce livre, pendant qu'Idrissa Seck était encore au pouvoir, qu'il allait sortir de cette coalition. Tout simplement parce que ses ambitions sont inconciliables avec celles de Macky Sall. C'était une logique politique. Mais réelle. Ils ont sensiblement le même âge, n'est-ce pas? Parce que vous savez, Idrissa Seck n'est pas dans la même posture que Moustapha Niasse ou Tanor Dieng. Je pense que Moustapha Niasse et Tanor Dieng sont une génération en fin de cycle. Idrissa Seck a sensiblement le même âge que Macky Sall, a les mêmes ambitions que Macky Sall, pense être même plus légitime que Macky Sall pour gouverner le pays. Pour avoir été il a encore des cartes à jouer. Ça, c'est toute autre chose. Moi, je pense fondamentalement qu'il a grillé une bonne partie de ses chances. Mais vous savez, en politique, on ne pourra jamais dire jamais.
Ouais, mais ça c'est mon point de vue. Que sa démarche politique, si elle était limpide, compréhensible, cohérente, et surtout rassembleur, c'est parce que, vous savez, son pâté en déconfiture, parce que sa capacité d'écoute est fortement en cause. Sa capacité de respecter ses collaborateurs est fortement remise en cause. Mais c'est normal quand même que quand on est dans l'opposition, que le parti au pouvoir puisse venir pêcher dans vos eaux. Non, c'est pas le fond du problème. C'est naturel, non? Non, le fond du problème de Rewmi, c'est pas ça. La majeure partie des dirigeants qui quittent la barque de Rewmi sont frustrés par le manque de respect du leader. Ça a toujours été la même gestion et ils étaient là. Non, ça n'a rien à voir. Frustrés par le manque de concertation, frustrés par cette façon en solo de prendre des décisions. Par exemple, comment vous pouvez comprendre le traitement qui est fait aujourd'hui à Omar Sarr? Omar Sarr, c'est le prototype du fidèle. J'en sais quelque chose. Parce que quand Idriss Seck était en prison, Omar Sarr était l'un des plus importants, des plus fidèles interlocuteurs du journaliste de Jeune Afrique que j'étais. Je sais que c'est un fidèle indéboulonnable. Omar Sarr, c'est un homme d'une loyauté, mais totale. Et comment vous pouvez comprendre qu'on prenne quelqu'un qui... Je n'ai rien contre Déthié Fall, qu'on dit subitement que Déthié Fall est coordinateur du parti, par-dessus la tête de Omar Sarr, c'est totalement aberrant. Si Omar Sarr est légaliste, si Omar Sarr est loyal, pourquoi Omar Sarr ne peut pas accepter la légitimité de Déthié nommé par le chef? Il ne peut pas accepter ça. Au vu de sa légitimité historique, au vu de son parcours, au vu de sa loyauté. J'ai vu Omar Sarr absolument pas. La logique des organisations veut qu'on respecte un certain nombre de normes. D'accord. Nous pouvons parler de politique jusqu'à la fin de cette émission. Parlons un peu de culture, de production. Un café avec qui connaît un certain succès. Oui, pourtant qui manque à mon sens, un café avec, son succès est lié à quoi? Pourquoi vous dites un certain succès? Parce que vous êtes de la concurrence. Hein? Un café avec connaît un grand succès. Il ne connaît pas un certain succès. Les mots ont un sens. Un café avec, c'est aujourd'hui une série qui fait en moyenne par épisode 200 000 vues par semaine. Ça, c'est un record historique au Sénégal, voire en Afrique. Lié à quoi? Lié au fait que d'abord les Sénégalais l'aiment. Et vous savez, l'amour est par essence irrationnel. On ne peut pas expliquer pourquoi les Sénégalais aiment la série. Mais je pense que modestement à notre niveau, nous aussi, on a toujours fait un effort de modernisation, n'est-ce pas, de remise à niveau pour que la série soit toujours à la hauteur des attentes des Sénégalais. Moi, je pense que c'est cet ensemble de facteurs-là. Mais au-delà de tout, je pense aussi qu'il y a la main de Dieu. Parce que le succès, pour moi, comme l'échec, découle de la volonté divine. Comme vous dites que c'est irrationnel, donc on peut s'en limiter à ça. Parce que, par moment, on ne voit pas la société sénégalaise à travers ce film. Il n'y a que la société sénégalaise à travers ce film. À travers ce film... Le niveau de vie est au-dessus de la moyenne quand même. Au Sénégal, la réalité n'est pas que la pauvreté. Je suis contre ce misérabilisme. Ce n'est pas que le luxe également. Je suis d'accord. Mais il y a aussi le luxe. On ne peut pas... Vous savez, moi, j'ai vécu à Paris pendant 10 ans. J'ai vu tous les films qui sont tournés à Paris. Tous les films qui sont tournés à Paris sont tournés entre la place Vendôme, le Trocadéro, les Champs-Élysées, etc. Aucun film à Paris n'est tourné au Château Rouge. Jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que nous, on nous interdit en tant qu'aux États-Unis, les gens ne vont pas au cœur du ghetto de Manhattan pour tourner des films? Non. Les gens tournent les films dans les plus beaux quartiers. Si vous regardez Scandale... Mais il y a de la vraisemblance dans les histoires, dans les films américains. Il y a de la vraisemblance. Je suis parfaitement d'accord. Par moment, on vous montre la difficile condition des Américains. Il n'y a pas que la richesse et l'opulence dans ce film. Boubacar Diallo, qui est l'acteur principal du film, aujourd'hui traverse une dèche extraordinaire. Habite dans toujours maquillé, dans une auberge avec même si en Lacoste, avec des habits de marque. Oui, mais il habite dans une auberge, une chambre crasheuse d'auberge, n'est-ce pas? Il est en train de trimer parce que ça aussi, ça fait partie de la réalité sénégalaise. D'accord. Et les problèmes dont on parle autour de ce film au sein des médias, nos futurs médias? Non, on n'a aucun problème avec futurs médias. Le produit Un Café Avec est l'un des produits phares de futurs médias. Je pense modestement que ce produit a participé à lancer TFM depuis le départ. On est en intelligence et en synergie avec l'équipe de Futurs Médias depuis le début.
Pourtant, vous semblez être concurrencé à l'interne. Film de qui? De Pape Cheikh Diallo. Non, c'est pas un concurrent, un café avec. Un café avec n'a pas de concurrent au Sénégal. Excusez-moi de le dire, hein, ça peut paraître immodeste et je m'en excuse beaucoup. C'est du Cheikh Yérim Seck. Non, je m'en excuse beaucoup. Non, c'est du Cheikh Yérim Seck que nous sommes habitués à ça. Attendez, ça n'a rien à voir. Absolument pas. Moi, je considère qu'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, on n'a pas de concurrent. Parce que simplement, ce film a été formaté de façon à faire de la concurrence aux grandes productions africaines et internationales. C'est prétentieux, non? Non, absolument pas. Absolument pas. On s'est donné, Donc, on s'est donné les moyens, n'est-ce pas, de le filmer selon les standards internationaux, d'avoir un scénario, un niveau de jeu de niveau international. On s'est donné les moyens, mais à coût de dépenses de centaines de millions, de l'aligner sur les standards internationaux les plus élevés. Je considère parce que je le dis encore une fois et je le répète et c'est ma conviction. Aujourd'hui, le Sénégal n'est pas mon horizon. Mon horizon, c'est ce qui se fait de mieux en Afrique du Sud, ce qui se fait de mieux en Hollywood, ce qui se fait de mieux en France et aux États-Unis. Vous êtes très loin de ça quand même. Nous suivons ces films. Ça, c'est votre appréciation, vous savez. Non, nous suivons ces films. Non, c'est votre appréciation, vous savez. Jacob Cross ou vous savez, ces films-là, Hollywood, les films qui passent sur Hollywood. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes très éloigné de... Vous voulez que je vous dise? Oui. Aujourd'hui, les moyens avec lesquels un café est tourné sont de loin au-dessus des moyens techniques de Jacob Cross. Ça n'a rien à voir. Oui, mais dans la réalisation, dans le suspense, attendez, ça n'a dans le nœud. Non, vous n'avez pas encore vu notre suspense ni notre réalisation. Nous, on est à 100 épisodes, à 7 épisodes sur 100. Il faut attendre de voir le suspense, le scénario de ce film. Pour vous savez, au Sénégal, on a cette curieuse manie de penser que seul ce qui se fait à l'extérieur est bon. Non. Ce film, on l'aurait fait au Nigeria ou en Afrique du Sud, on l'aurait amené ici. Les gens auraient trouvé que c'est de loin meilleur. Au Sénégal, on a lu Ousmane Sembène. Tout le monde reconnaît qu'il fait partie des meilleurs écrivains en Afrique et au monde. Mais qui n'a jamais été reconnu au Sénégal. Si, reconnu en tout cas au niveau... Non, jamais. On a lu Cheikh Amadou Kane. On a lu... Il n'a jamais été reconnu au Sénégal. Donc on reconnaît... Vous me parlez de Cheikh Amadou Kane qui a fait un livre qui est traduit partout en Afrique. Oui, reconnu au Sénégal. Par qui? Vous avez vu ici une rue qui s'appelle Cheikh Amadou Kane. On a reconnu les œuvres de Cheikh Amadou Kane au Sénégal. Mon frère, vous savez parfaitement. Oui. Je le dis dans ce livre. Le Sénégalais n'aime pas le Sénégalais. Le Sénégalais n'aime pas ce que fait le Sénégalais. Ça, c'est une donne. Moi, j'ai fait le tour du monde. L'unique pays au monde où on insulte Senghor et Youssou Ndour, c'est le Sénégal. Ça fait partie de notre culture. Il faut qu'on l'assume. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave ça. Mais je sais que ce film, ce serait venu du Nigeria, ce serait venu de n'importe où. Les Sénégalais auraient dit... Non, mais je suis pas en train de dire que c'est... Beaucoup de Sénégalais préfèrent un Saner avec Askanou Laobé, qui est très naturel. Mais je suis très content de ça. Vous savez, vous savez, moi j'aime beaucoup ce que fait Saner. Que ce luxe insolent moi, à travers un café. J'aime beaucoup ce que fait. J'aime beaucoup. Et puis beaucoup de deals. Des fois, vous amenez un Souleymane Ndéné Ndiaye ou une personnalité. Donc vous lui faites passer ces messages. Comme ça. À l'aise, moi, j'aime beaucoup ce que fait Saner. Vous savez, un pays, c'est une diversité. Hein? Et je le dis toujours, on a un génie créateur qui est large, n'est-ce pas? Moi, j'apprécie tous les genres. Ça s'appelle comment encore? N'est-ce pas? Voilà. Moi, j'aime tout. J'aime tout. Vous savez, je regarde tout. Saner, pour moi, c'est un très grand acteur. Et puis, mais vous savez, il faut du tout pour faire un pays. Et c'est très bien. Il faut faire la diversité. D'accord. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour parler de tout. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire avec Cheikh Yérim Seck. Mais on vous attend. On vous attend par rapport à ces productions, à cette TV. Oui, dans toutes les télévisions du Sénégal. On a énormément de projets, notamment une émission de culture générale. Parce que là, vous semblez mettre tous vos œufs dans un même panier. Non, on va lancer une émission de culture générale, dans quelques semaines. Bref, on a énormément de projets de production, n'est-ce pas, qu'on va décliner à travers un certain nombre de médias au Sénégal. Le Sénégal. Merci, Cheikh Yérim Seck. Mais je t'en prie, Pape Cheikh Sylla. Je suis très content d'être venu à cette émission. C'est nous. Merci également à vous. Inch'Allah, dimanche, pour un autre numéro de Toute la Vérité.